bonheur, tu le sais, c'est toi et moi sur l'oreiller. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, tu le sais, c'est toi et moi. C'est toi et moi sur l'oreiller. Pas du tout comme les autres. Passion FM, c'est la radio qui déchire. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oula, attends, parce qu'il y a un petit souci. Ça le bête pas. Veux-tu venir ici? Et voilà, nous sommes là avec Mirza. Je t'ai surprise. Oui, parce que j'essaie de régler mon micro. Bonsoir. Ouh là là là. Bonsoir, cher docteur. Comment allez-vous? Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Bien, Anne-Marie. On remercie donc le docteur Anne-Marie Holders de Thiers qui est avec nous comme chaque mois pour l'émission Vous avez pas vu Mirza, vétérinaire donc de notre région ici à Orpe. Et voilà, on va donc pendant 1 heure parler un petit peu psychologie. On va parler donc le titre, je dirais, de cette petite rubrique, c'est Mon chat, mon chien, mon psy. À la maison, chez le psy ou dans les hôpitaux, les animaux peuvent être bénéfiques pour notre santé mentale. Il y a une nouvelle discipline, la zoothérapie, a même vu le jour et on va en parler donc avec le docteur Anne-Marie Holders de Thiers, vétérinaire à Orpe. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza. Alors voilà, bonjour Anne-Marie, rebonjour Cécile. Nous sommes ensemble pour une petite heure et on va parler de cet article que j'ai trouvé et j'espère que notre docteur vétérinaire va pouvoir développer ça évidemment long et large. Alors c'est à l'entrée de l'unité des personnes désorientées du point de jour LNA Santé, une maison de repos à Bierges. Un trombinoscope présente l'ensemble du personnel soignant, Valérie, Fatou, Geneviève, Giovanni, Sylvie, etc., etc. Et Largo, un Golden Retriever, je ne sais pas si je le prononce bien, oui, de 3 ans et demi et qui, depuis son apparition dans cette maison de repos, apporte beaucoup de choses. Et la directrice dit, le chien ne fait sans doute pas régresser la maladie, mais il permet parfois de diminuer les médicaments. Alors, je dirais que c'est un petit peu l'intro. Oui. J'ai lancé le bazar. Voilà, on profite de mais donc, je pense qu'effectivement, les animaux peuvent nous être d'un grand soutien lorsqu'on n'est pas bien, ou on est dans la solitude, ou qu'on est en manque de quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu penses ? En fait, il faut savoir que la zoothérapie, la première fois que l'on a commencé à s'intéresser au bien-être que les animaux pouvaient apporter aux humains, mais on a d'abord commencé avec les animaux de la ferme. C'est avec eux qu'on a commencé les traitements et on s'est rendu compte que les patients qui souffraient notamment de troubles psychiatriques, quand ils étaient en contact avec les animaux de la ferme, donc veaux, vaches, cochons, puisque
C'est quelque chose qui est quand même observé depuis quand même de nombreuses années, sans vraiment être scientifiquement étudié. Et donc on s'est rendu compte que le contact avec l'animal de la ferme apportait un certain apaisement. Alors dans les milieux hospitaliers, en fait ce sont les infirmières qui ont commencé à introduire dans certains milieux hospitaliers, surtout hospitaliers psychiatriques, l'usage de l'animal de compagnie pour aider les patients. Donc ça c'est une chose à savoir aussi. Alors le premier psychiatre, c'est un Américain, et on le considère d'ailleurs comme le pape de la zoothérapie, c'est le docteur Boris Lewinson. C'est lui qui, au cours des années 1950, fut le premier à rapporter le bien fondé de l'utilisation des animaux de compagnie, dans ce cas-là, dans le traitement des troubles psychiatriques. Voilà, donc je dirais, on se doutait depuis bien longtemps que l'animal de compagnie, ou même l'animal de rente, à partir du moment où on avait un contact privilégié avec, pouvait apporter des choses, mais disons que ça a commencé à être un peu structuré et donc mieux étudié, puisque observé de façon beaucoup plus objective, à partir des années 1950. Voilà. Waouh! Alors effectivement, je continue là avec le récit de la maîtresse de maison, donc de la maison de repos. Elle dit que les patients qui voulaient tout le temps rentrer, par exemple, de nouveau chez eux, qui voulaient sortir de ce centre, disaient qu'effectivement, le fait que ce chien est dans ce milieu de cette maison de repos, ça rappelle parfois à ces personnes âgées le quotidien d'avant. C'est un petit rappel quand il y a un chien comme ça qui se balade dans les couloirs. Oui. Ça les aide aussi à se dire, tout compte fait, c'est un petit peu comme chez soi. Donc le chien ou le chat, c'est quelque chose qui fait partie d'une famille, probablement. Oui, et qui humanise, ce qui est assez étonnant pour un animal. Oui, oui. Mais il humanise, en fait, les conditions de vie, surtout dans des milieux hospitaliers ou des milieux psychiatriques. Oui. Alors, ils disent aussi qu'on est parfois juste dans la communication non verbale. Oui. Et que le fait de caresser l'animal... Oui. En fait, je pense que surtout important, c'est que quand on a de bons contacts avec les animaux, l'animal n'est jamais dans le jugement. Il nous accepte tel que l'on est. Et bien souvent, on va voir plus loin que l'aspect esthétique de la personne. Je pense sincèrement que c'est un langage de cœur à cœur, ou d'âme à âme. Et l'animal, il s'en faut que vous soyez maquillé, que vous ayez, que vous soyez beau esthétiquement. Je crois que lui regarde la beauté intérieure. Donc c'est un petit peu à l'eau de rose ce que je dis, mais franchement, je le crois. Et à partir de ce moment-là, je dirais, l'humain, puisqu'il ne se sent pas jugé, va être beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, et il va être également dans la relation vraie avec l'animal. Moi, c'est ce que j'observe, en tout cas, dans ma pratique de tous les jours. Alors, ils disent aussi que c'est prouvé, disent-ils, que dans les cas d'Alzheimer, la présence régulière d'un chien a un effet calmant, diminue l'irritabilité, entraîne des échanges sociopositifs et réactive des souvenirs anciens, en tout cas chez les malades qui possédaient eux-mêmes un chien. Oui, j'ai eu l'occasion cette semaine justement de voir un petit film sur Facebook où c'était une dame qui était complètement alitée en Alzheimer, vraiment très 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 prononcée. Et l'infirmière qui s'occupe de cette personne lui a expliqué qu'un chien allait venir. Et donc, quand l'infirmière parlait de ça avec la personne, on voyait que la personne réagissait à peine. Elle entendait, elle n'écoutait pas, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux termes. Et ses yeux étaient tout à fait hagards. À partir du moment où le chien est rentré dans la chambre et on a fait asseoir le chien, coucher le chien sur le lit à côté de la personne. Sur le petit film, c'était vraiment miraculeux parce que la dame s'est redressée et on a vraiment vu de la vie dans son regard. Incroyable. Et alors que l'infirmière ne parvenait pas à capter le regard de la personne âgée, là on voyait que la personne, à partir du moment où elle commençait à caresser le chien, donc elle s'est redressée dans son lit, et elle a commencé à caresser le chien et on voyait vraiment qu'elle cherchait le regard du chien. Donc la communication était beaucoup plus importante, beaucoup plus intense avec le chien que même avec sa soignante, quoi. Donc ça, je pense que c'est c'est interpellant et je pense que c'est quelque chose qui doit arriver tous les jours. Voilà.
Et donc ça s'expliquerait effectivement par, comme tu dis, c'est quelque chose de vrai, probablement, la communication comme ça entre un animal et un être humain, c'est parce que c'est plus vrai, c'est plus... Mais c'est-à-dire que je pense réellement qu'il y a un pouvoir au niveau de l'animal. D'ailleurs, en zoothérapie, ils utilisent ce qu'ils appellent le pouvoir thérapeutique, qui découlerait en fait de la relation humain-animal, qui contribue à augmenter d'abord l'estime de soi et à combler une part de nos besoins psychologiques et émotionnels qu'on ne parvient pas à combler avec un être humain. Et comme également le fait de se sentir aimé de façon inconditionnelle, voilà, et de se sentir utile et d'avoir aussi un lien avec la nature. Je crois que c'est tous ces éléments-là qui sont importants dans la relation homme-animal. Oui, parce que quand tu dis combler un vide, je lisais aussi, toujours dans ces témoignages, mon chat représentait un peu l'enfant qu'on n'a pas pu avoir. Oui. Donc, il peut effectivement faire en sorte que ça comble un vide de l'animal. Oui, tout à fait, tout à fait, Oui. tout à fait. Donc, ça peut aider effectivement pas mal de personnes. Ça peut aider. Alors, autre petite anecdote aussi, il faut savoir que dans certains pays, les animaux de compagnie sont acceptés dans les homes, sont acceptés même dans certains milieux hospitaliers de type gériatrie. Et j'ai eu l'occasion... donc, il faut savoir, par exemple, qu'en Espagne, pour avoir un cas concret, donc en Espagne, dans les homes, il y a des chiens qui sont dressés en fait jusqu'à l'âge d'1 an, et c'est souvent des Golden Retrievers ou des Labradors, qui sont d'abord, je dirais, un peu dressés jusqu'à l'âge d'1 an, parce qu'il ne faut pas que le chien soit agressif, il faut qu'il accepte des fois des caresses un petit peu brusques quand la personne âgée est atteinte d'Alzheimer ou Parkinson et qu'elle tremble ou qu'elle n'a plus la possibilité de contrôler correctement ses mouvements. Hein. Donc il ne faut pas que le chien non plus ait peur si la personne se déplace devant lui en tremblant, en ayant une démarche un peu chaotique. Donc tout ça, il faut apprendre au chien à ne pas réagir, ne pas considérer ça comme étant un mouvement agressif. Donc on conditionne ces chiens jusqu'à l'âge d'1 an, donc dans des familles d'accueil qui préparent le chien. Et puis alors ces chiens vont dans des homes. Il y a quelques chiens comme ça de compagnie qui vivent au home 24 heures sur 24. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ces chiens, à l'âge de 7 ans, pratiquement tous mouraient d'un cancer du foie. Ah oui, trop de sucreries. Non. Ah. Non, ils prennent le stress. Exactement. Ah. En fait, il faut savoir que bien souvent la personne âgée dans un home n'a peut-être pas toujours la visite qu'elle aimerait avoir, ou bien, en fait, bien souvent les personnes âgées ont une rancœur accumulée, et on s'est rendu compte en fait qu'elle se confiait au chien. Donc pendant qu'elle caressait le chien, elle disait oui, tu te rends compte, et mes enfants ne viennent pas me voir, ou bien mon mari ceci, toutes les rancœurs du passé. Mais en médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir que le siège d'un point de vue émotionnel de la rancœur, c'est le foie. D'ailleurs, l'expression dit se faire de la bile, voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Et donc, en fait, cette rancœur accumulée au niveau des gens, par le fait de communiquer tout le temps avec l'animal, parce que le chien, il entend des rancœurs à longueur de journée. Ah oui. On est maintenant obligé, donc on les met de 1 an à 5 ans. À 5 ans, si on les retire du home pour de nouveau les remettre dans une famille d'accueil, il n'y a plus aucun problème. Mais si on les laisse plus tard, il y a des cancers du foie. Oh mon Dieu. Voilà. Ah ben voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote quand même négative, oui. mais voilà. Et pourquoi ces chiens-là? Parce que tu as dit donc... Golden et Labrador. Et Labrador, ce sont des chiens plus facilement adaptables pour ce genre de... Mais c'est-à-dire que c'est le chien le plus répandu, c'est le chien qui attire directement la sympathie, même si je suis sûre qu'on pourrait utiliser d'autres races de chiens. Oui. Mais voilà, d'ailleurs, dans les chiens d'aveugles, c'est souvent également des Labradors ou des Golden. Oui. Voilà. Ils ont une spécificité, ces chiens plus facilement adaptables à la compagnie, ou bien c'est simplement... Comment on peut justifier ça, comme pour les aveugles aussi Mais en fait, pour les aveugles, on peut, je dirais, dresser n'importe quel chien, sachant qu'il faut que ce soit un chien qui ne soit pas trop émotif. Donc le Labrador qui est relativement fair-play, le Golden, ce sont des chiens qui sont normalement calmes de nature. Voilà. Et c'est la bonne raison. Voilà.
On va faire une petite pause musicale avec un choix de Cécile, toujours curieuse. J'ai une petite question. Ah, vas-y, Oui, oui. parce que tu parlais d'éduquer le chien et qu'il était en famille d'accueil. Oui. On sait qu'un chien est fort attaché à son maître. Le fait qu'il soit mis en famille d'accueil et puis détaché pour une tâche dans une maison de repos ou des choses comme ça ne le perturbe pas? Franchement, les gens qui sont en famille d'accueil travaillent très très bien, même pour les chiens aveugles. En fait, il y a toute une sociabilisation. On met le chien devant plein d'expériences et le fait d'être en contact être en contact avec plein d'expériences et plein de gens, le chien, je dirais, s'attache peut-être un peu moins puisque je dirais la personne qui est dans l'éducation ne va pas avoir le même contact, je dirais, peut-être même fusionnel, sachant très bien que le chien va devoir travailler plus tard. Donc je dirais que de façon subliminale, les informations qu'on donne au chien quand c'est un chien pour aller dans des fonctions bien précises ou par rapport à son chien à soi, je crois que l'information subliminale est différente. D'accord. Merci Anne-Marie. Et tu n'échappes pas à ta sélection, qu'on est curieuse de découvrir. Alors, c'est quoi comme animal? Ce sera le taureau. Le taureau. Non, je te pose pas de questions. Reproduction du taureau. Non, par contre, il y a un taureau qui, heureusement, cette semaine en Espagne, a tué un toréador. Ah oui. Chouette. Ah oui. C'est vrai? Ouais. Ah oui? Oui. Ouais. Oh là là. C'est quand même un garçon de 29 ans. Oui. Bon, ça on devrait peut-être plutôt parler un jour aussi de tous ces sports qui... Ça, c'est pas du sport, c'est une coutume. Les un folklore ou je sais pas quoi. Voilà. Oui, voilà. Et là, il y en a un qui Et comme ces avoir. taureaux qui vont dans les rues en Espagne, là où c'est des bains de sang pas possible, peut-être à dénoncer tout ça aussi lors d'une future... Exactement. Mais cette fois-ci, le taureau a gagné. Malheureusement, il est abattu directement après. Alors, On lui a même pas laissé le la temps vie. de respirer, La quoi. vie. Oui. Ah là là, oui, ça c'est aussi quelque chose. Il y a comme beaucoup de folklore comme ça. Enfin, je sais pas comment on appelait ça. Oui, ou Oui. en Espagne avec les chiens. Et les avec- chèvres qui sont jetées du haut d'une église. Et c'est où ça? Dans quel pays? Aussi en Espagne. Je pense. Ça, je n'en suis pas sûre, Oh mais là j'avais là ça là aussi. là. Oui. Bon, on va devoir parler de tout ça une autre fois, mais pas pendant les Non, vacances. le taureau. Le taureau. Alors, le taureau et la vache? Non, je t'embête pas. Allez, on va écouter le taureau. J'avais le soleil dans les yeux, j'entendais monter les clameurs. Je voyais la bête au milieu qui tombait une épée dans le cœur. J'avais le soleil dans les yeux, je voyais là-bas le vainqueur. Tout habillé d'or comme un dieu, souriant sous une pluie de fleurs. Sous une pluie de fleurs. Un air de musique tournait dans l'air. Le ciel ironique n'avait jamais été si clair. Et je me disais, si demain tu devais tuer notre amour, s'il devait mourir de ta main, que ce soit par un aussi beau jour, par un aussi beau jour. Au cœur de la foule, dans la chaleur, ainsi qu'une houle, danser les foulards de couleur. J'avais le soleil dans les yeux, j'entendais monter les clameurs. J'avais le soleil dans les yeux.
Passion. 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 Passion FM. Pour vous. Et à vous. Je continue toujours dans mon article et donc il y a un chercheur qui cite aussi que le cas lorsqu'on caresse un animal de compagnie, le rythme cardiaque diminue de même que l'émission de cortisol, hormone associée à l'anxiété, tandis que le taux d'oxytocine, oh là là, tu vas me rectifier. Oxytocine. Voilà, qui est l'hormone du bien-être. L'hormone augmente. du bonheur. Voilà, c'est comme un massage, paraît-il, quand on caresse l'animal. Alors en fait, donc, ce que tu as décrit comme modification physiologique chez l'humain en contact avec l'animal, donc ça peut être par la caresse, donc pour le chien, le chat ou même un lapin, enfin voilà. Mais également, on a pu remarquer ce même genre de phénomène, donc effectivement, augmentation de l'ocytocine, diminution du cortisol naturel, normalement sécrété par les surrénales, le rythme cardiaque diminué, simplement aussi en observant des poissons nager. Oui, voilà. Exactement. Donc il ne faut pas simplement... Donc le contact, la caresse, oui, voilà. Mais par exemple pour des gens qui sont allergiques, ah oui, ça arrive aussi. Ah oui. Ben, simplement des poissons dans un aquarium ont le même effet. Oui, ils disent les poissons un quart d'heure face à un aquarium ferait chuter la tension et le stress, idéal donc dans la salle d'attente d'un dentiste ou d'un médecin. Exactement. Ben oui, si on panique, autant avoir des petits oiseaux, des petits poissons devant soi. Oui. Alors, pour les chevaux aussi, on dit le corps à corps avec un cheval favorise l'expression des émotions tandis que sa chaleur apaise. Pour maîtriser une bête aussi puissante, les cavaliers sont obligés de s'affirmer, ce qui augmente la confiance en soi. Qu'en dis-tu ? Alors en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que la présence d'un animal de compagnie est un facteur important de réduction de stress, comme tu viens de le dire, un soutien moral quand on doit surmonter des moments difficiles, comme par exemple un deuil, ainsi qu'un moyen de sortir de l'isolement et communiquer ses émotions. Et donc voilà, donc, quand tu parles le rapport au cheval, donc c'est ce qu'on appelle l'hypothérapie. Ça s'entend aussi de plus en plus. Oui. On peut travailler avec le cheval pour beaucoup de troubles psychologiques et émotionnels, notamment les enfants autistes, qui parviennent à communiquer avec l'animal. De nouveau, parce que l'animal est dans le ressenti et pas dans le jugement. Donc il y a vraiment eu des transformations des enfants qui sont sortis de leur autisme ou qui sortent de leur autisme que quand ils sont en contact avec les animaux. Incroyable. Voilà. Donc ça c'est pour le cheval, le les chien, jeunes en difficultés aussi. sociaux aussi. Voilà, exactement. Ça permet de les recadrer. Donc il y a des associations qui font de l'hypothérapie. Alors également dans le milieu carcéral aussi. Ah oui. Il faut savoir que maintenant dans certaines prisons, je ne sais pas si ça se fait en Belgique, mais je sais en tout cas que ça se fait dans certains pays. Je pense notamment aux États-Unis, on s'est rendu compte que l'agressivité entre détenus diminuait fortement à partir du moment où ils étaient en contact avec des animaux. Donc voilà, il y a des animaux qui sont utilisés pour ça aussi. Donc également les enfants qui sont atteints de trisomie 21, aussi des contacts beaucoup plus chaleureux avec l'animal qu'avec l'homme. Donc vraiment, les applications sont multiples. C'est à se poser des questions quand même. Pourquoi est-ce que l'humain entre humains, il ne parvient pas à s'apaiser l'un l'autre C'est fou qu'on peut retrouver l'aide qu'on a besoin auprès du monde animal. Mais je crois surtout parce que l'humain manque cruellement d'empathie et de plus en plus les humains ont des difficultés à communiquer, même si on n'a jamais eu aussi facile avec les moyens de communication. Donc de s'entretenir l'un et l'autre, mais je dirais le contact direct, se parler face à face, c'est quelque chose qui a disparu. Prendre le temps de communiquer et pas communiquer par SMS, par mail, voilà. Oui, tout à fait. Alors l'image classique, les dauphins, ils conviennent bien à un travail de rééducation physique et du langage, car il sollicite la concentration, la communication
et la joie de vivre. On dit qu'ils sont également capables de détecter certaines pathologies grâce à leur sonar. Oui. Votre avis, docteur? Alors, j'ai eu l'occasion de nager avec le dauphin. Waouh! Oui. Wow. Il y a longtemps. Effectivement, c'est un moment magique parce que comment vous dire, le dauphin est vraiment un animal joyeux. Et donc, alors le contact. Bon, moi, je pensais que quand j'allais caresser le dauphin, j'allais avoir une peau de poisson. Ouais, avec des écailles. Des écailles. Oui. Des écailles mouillées, Mhm, voilà. mhm. Et alors, ce qu'il y avait de très étonnant, c'est que quand donc, le dauphin est sorti de l'eau et est venu vers moi, j'avais vraiment l'impression de caresser du velours et pas mouillé, chaud, quoi. Donc la sensation était vraiment très, très, très agréable. Alors, effectivement, donner des bisous sur le nez du dauphin. Donc, le contact était vraiment magique. Donc, je pense que si on a l'occasion de le faire un jour, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai Et alors, effectivement, il y a beaucoup, je crois même que c'est en Égypte, dans la mer Rouge, où il y a un endroit aussi où on utilise ces dauphins pour aider les enfants autistes à mieux communiquer. c'est incroyable. Et c'est vrai que ils sont joyeux, parce que je me souviens de ce feuilleton quand j'étais petite, Flipper. Oui, Tu vois? oui, Il je m'en était- souviens aussi. Oui. Il sortait, Oui, oui. c'était comme ça de son. Tu le fais bien. Alors, oui. C'est parce que vous n'avez pas l'image, mais elle le fait très bien. C'était Flipper, nanana. Bon, allez, on va faire une petite pause musicale avec Je crois que autre ça vaut chose. mieux. Avec autre chose que le taureau. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? L'autruche. On va aller vers l'autruche. Oui. L'autruche. Ah, l'autruche. Donc, l'autruche. La reproduction. Non, c'est des gros œufs, hein. Oui, exact. Oui. Oui. Oui, des gros œufs. Alors, on dit qu'en général, ben oui, il y a comment on dit ça, voilà, on se cache comme une autruche. Son comportement est par rapport à l'image, la tête dans le sable. Je pense. Oui. Je pense. C'est quelqu'un qui, Mais attention, l'autruche peut être un animal relativement agressif aussi. il paraît, oui. Donc, dans les oui, élevages d'autruches, ça peut, un coup de patte d'autruche, ça peut vous fracturer la jambe. Hein. Oui, oui. Non, oui, c'est très puissant, très puissant comme animal. Et ça court très très vite, puisqu'il y a des courses Oui, d'autruches. oui, avec dans certains pays. des gens dessus. Oui, dans certains pays. Au Maroc, ouais. je crois, non? Oh, ça, je ne sais plus. Oui, il me semble que j'ai vu ça dans un pays arabe. L'autruche au Maroc. Oui. Bon, ben, c'est Mais c'est les chameaux. mais l'autruche, C'est les chameaux. deux pattes ou quatre pattes. Et alors, il y en a qui ont des Je bosses, et l'autre, ils sont des plumes. Oh là 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 là, on y va avec les autres. Je suis une autruche, folle de jazz et de scat. Je chante en faisant des clics et des claques, des plics et des blocs, des tics et des tocs. Mais je laisse aux horloges le soin de faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie Charleston, Java Square Dance, la valse à 1000 temps et la mazurka. Mais je laisse aux oiseaux le soin de faire disco, disco. Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse en chantant du gershwin. Toutes les nuits, avec mes copains, on s'amuse en chantant du gershwin. Chaque jour je répète pour être une vampe, la première autruche sous les feux de la rampe. Je garde l'espoir d'être un jour une star, changer ma vie en fait en faisant des claquettes, claquettes. Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse en chantant du gershwin. Toutes les nuits, avec mes copains, on s'amuse en chantant du gershwin. Mais quel est le producteur, le mania, le mécène, qui me fera faire mon premier pas sur scène? Moi j'attends mon heure, même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro, Goldwyn Mayer. Tous les rêves de ma vie je les passe au fond d'un casino de Las Vegas. Mais dans mon cœur,
Et voilà. Bon, eh bien, c'était donc l'autruche. Alors, les autres animaux qui nous apportent donc du bien-être, il y a aussi les oiseaux. Ils amènent les enfants à se concentrer et à éviter les gestes brusques en faisant preuve de délicatesse, explique Maryse de Palma, auteure de Entre l'humain et l'animal. La fébrilité d'un oiseau en amène certains à travailler des peurs et à surmonter l'ambivalence entre le plaisir et la peur. Donc l'oiseau, c'est vrai, c'est tout petit, c'est tout. On a envie de le soigner quand il est tombé d'un nid ou. Oui, mais par contre, soigner un oisillon qui est tombé du lit, du nid. moi, je suis tombée du lit. On est tombé du lit. C'est vraiment fort aujourd'hui. C'est vrai. Donc l'oisillon qui est tombé du nid. Oui. Il faut faire attention quand on le manipule parce qu'effectivement il est fort fragile. Et puis le fait de déposer son odeur sur son pelage, ça peut entraîner une non-reconnaissance de la mère. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Donc dans ce cadre-là, mettre des gants, repérer, parce que normalement si l'oisillon est tombé, il n'est vraiment tombé pas très loin du nid, et observer là où, essayer de repérer le nid et prendre une échelle et essayer d'aller le remettre dedans sans le toucher. Voilà. Mais disons que par contre, par rapport au contact à l'oiseau, j'ai eu l'occasion, moi, de faire une initiation en fauconnerie, donc travailler avec des faucons, des rapaces de jour et des rapaces de nuit. Et ça, c'est vraiment fascinant. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir vraiment contrôler ses émotions par rapport à un animal, entre guillemets, dans notre inconscient collectif, peut-être agressif avec les cerfs. Et non, pas du tout. On m'a appris comment manipuler un rapace et le faire voler et tout ça. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc ça peut effectivement aussi aider l'humain à contrôler certaines émotions. Voilà. Et puis il y a le perroquet. Il n'y a pas d'image ici. Alors, sa très grande empathie et sensibilité amène le perroquet à déceler les émotions des humains et à les exprimer en criant, sorte de miroir de soi-même. C'est aussi un facilitateur social. Il suffit qu'il soit présent quelque part pour susciter les conversations, la joie et les rires. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je te dis ce qui a marqué. Hein. Le perroquet. Alors, c'est vrai que ça amuse. Oui, le perroquet amuse. Le perroquet est relativement territorial. Il n'aime pas tellement quand il y a des étrangers qui viennent à la maison, donc il peut crier très fort, attirer l'attention à lui, voire même être un petit peu agressif si on passe son doigt à travers la cage. Donc ça arrive souvent. Et j'ai une de mes clientes qui a des tortues terrestres chez elle. Mais évidemment, une notamment qui s'appelle Caroline, et elle a un perroquet, je crois que c'est un hara, qui est tombé fou amoureux de la tortue et qui dort à côté de la tortue en étalant son aile pour couvrir la tortue de son aile. Magnifique. Donc cette dame m'avait expliqué donc le phénomène. Elle avait fait des photos, elle me les avait montrées. Mais j'ai eu l'occasion dernièrement d'aller chez elle. Effectivement, c'est comique parce que quand on veut s'approcher de la tortue, il y a le perroquet qui se met devant en chien de garde, qui ouvre ses ailes, qui vous crache dessus de façon à ne pas pouvoir l'approcher. Incroyable. Et donc, il n'y a que la propriétaire qui peut approcher Caroline. Mon Dieu, eh ben dis donc. Mais c'est vrai qu'il fut un temps, moi je me souviens quand j'étais petite, beaucoup de gens avaient des perroquets. Ça se voit de moins en moins, j'ai l'impression. Ça se voit de moins en moins parce que la législation est de plus en plus stricte. Et heureusement pour les perroquets, il faut quand même savoir que c'est un animal exotique et que pour arriver chez nous, sur 100 perroquets qui sont envoyés par avion, il y en a peut-être 10 ou 15 qui survivent au transport. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un perroquet chez soi. D'accord. Bien, très bien. Merci du conseil. Très bien. Par rapport à la ménate. Par rapport à quoi? J'ai un collègue qui a une ménate. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une espèce de corbeau avec un bec jaune
Ah oui, oui, oui. Et il paraît que Ça, c'est parle très très bien. Et ça, c'est très intelligent. C'est très intelligent comme animal. Tout ce qui est corbeau, corneille, ce sont des animaux qu'on parvient à dresser très facilement. Parler, j'ai jamais eu vraiment de conversation avec une malade. Voilà. On fait fort aujourd'hui. On fait fort, oui. Je sais pas si vous avez fumé ou bu, mais bon. On n'a pas fumé. Hein. Non, mais bu. Il y a des jeans dans l'eau. Mais effectivement, ce sont des animaux très intelligents. Voilà. Merci Anne-Marie. Ouf, la pauvre. Elle doit répondre à des questions, Anne-Marie, c'est pas possible. Bon, alors, le ronronnement du chat a lui aussi certaines vertus grâce à l'effet apaisant de sa fréquence et de sa modulation. On parle d'ailleurs de manière anecdotique de ronron-thérapie et deux bars à chats ont même vu le jour à Bruxelles. Oui. Dans son livre Guérir, David Servan-Schreiber affirmait qu'il préférait prescrire la compagnie d'un chien ou d'un chat ou d'un poisson plutôt que des antidépresseurs. Il faut dire qu'ils s'y mettent du leur. Les chats et les chiens auraient en effet tendance à repérer les changements émotionnels chez leur maître et à modifier leur comportement en conséquence. Qu'en penses-tu ? Alors, en fait, il faut savoir que le fait d'être en contact avec un animal, c'est d'abord une source d'affection. Donc, l'animal entre en contact avec toi où il n'y a pas place à des mensonges, il n'y a pas place à la simulation, au jugement, à la trahison, aux manipulations. Donc, je dirais, le contact avec l'animal est un contact vrai. Ouais. Voilà. Je pense que c'est essentiellement ça qu'il faut retenir et qui différencie du contact à l'homme en général. Il faut savoir également que c'est une source de contact physique, tout simplement. De plus en plus, les contacts physiques, de par notre éducation judéo-chrétienne, embrasser quelqu'un, le serrer dans ses bras, ben non, voilà, ça se fait pas, c'est pas poli, ou qu'est-ce que la personne va croire si je la serre dans mes bras. Donc il y a tout un inconscient collectif au niveau de l'espèce humaine que l'on n'a pas avec l'animal. On peut serrer un animal dans ses bras. D'ailleurs, moi, en consultation, tous les chats, tous les chiens qui arrivent sur ma table de consultation, d'abord, je fais des gros câlins. Avant de commencer la consultation, il faut un contact privilégié. Donc, c'est des bisous, oui, j'embrasse les chats et les chiens qui viennent au cabinet tout le temps, beaucoup plus même que les propriétaires, vous voyez. Donc, ça, c'est déjà la différence. Tu n'es pas sur ta table de consultation. Non plus. Mais donc, voilà, le contact physique est un contact franc, honnête, sans a priori, sans préjugés. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, c'est une source de distraction aussi, l'animal. Donc, on parle avec lui, on peut faire un animal est souvent amusant, voire comique. Il fait des caprioles où il veut jouer avec vous, vous initier au jeu. Donc ça aussi, c'est important d'avoir des contacts avec les animaux. C'est également une source de valorisation, parce que l'animal a besoin de vous. Donc, de par la dépendance que l'animal a vis-à-vis de vous, il y a également une dépendance qui s'installe. Et donc, oui, on est important aux yeux de quelqu'un. Notre estime de soi l'estime de grandit. soi. Voilà. Alors, c'est une source d'apprentissage sur les particularités des espèces animales. Le comportement d'un chat va être différent d'un comportement d'un chien ou d'un lapin ou d'un cheval et tout ça. Donc, quand on rentre en contact avec l'animal, il faut aussi le respecter. Donc, il y a des codes, je dirais, de respect dans les mouvements que l'on fait pour approcher l'animal. Mouvement du corps, mouvement des mains. Donc, tout ça, c'est important aussi. Et puis, surtout, c'est une source, effectivement, de relaxation et de détente. On a pu, je dirais, mesurer, en fait, tous ces effets bénéfiques. Et puis, pour le côté social aussi, ça t'amène à sortir. Je connaissais une dame qui, effectivement, était seule, et le fait d'aller promener son chien, ça permettait de parler à l'un, parler à l'autre. Oui, le côté social est important. C'est-à-dire que l'animal sert un peu de canal de communication, parce que là, de nouveau, je dirais, on va rencontrer une personne si elle se promène seule ou elle se promène avec l'animal, mais probablement qu'on va peut-être dire bonjour à l'animal en commençant, voir un peu comment l'humain va réagir, ou simplement faire un compliment sur l'animal. C'est beaucoup plus facile de faire un compliment à un animal qu'un compliment vis-à-vis d'une personne. Oui, tout à fait. Si un homme dit simplement « Madame, vous êtes charmante »,
ça passera peut-être moins bien que « Oh, qu'il est mignon le oui, petit c'est chien ». C'est une première approche. Voilà. Oui, tout à c'est fait. une façon extraordinaire de draguer aussi. Aussi, oui. Voilà. Tout à fait, magnifique, magnifique. Bon, allez, musique, maestro. Et qu'est-ce que tu nous as préparé maintenant? Ah ben là, on va sur un gros chat là, le lion. Ah oui, j'allais dire un gros chat. Oui, le lion est mort ce soir. C'était Voilà. ça? C'est cette chanson-là? C'est ça. Ah ben voilà. Passion FM 106.5. Voilà, on parle évidemment du bien-être parce que ce sont bientôt les vacances, hein, donc on va évidemment se reposer tous. Et alors on rappelle évidemment aussi que les animaux, eh bien, il ne faut pas les abandonner à la veille des vacances. Et malheureusement, ce sont des messages qu'on voit même encore sur Facebook. Enfin, c'est affolant. Hein. Oui. On l'a déjà dit, mais il faut quand même taper sur le clou. C'est la veille des vacances. Ils ont besoin de nous et nous on a besoin d'eux, donc ça va dans les deux sens. C'est pas juste pendant l'année. Non, mais c'est vraiment un phénomène que je ne peux pas comprendre. Non, c'est fou. Comment on peut prendre un chien pour toute l'année et l'abandonner pendant les vacances. Enfin, voilà, c'est encore un comportement humain qui me scandalise, et je ne comprends pas le mode de fonctionnement
ce qui se passe dans leur tête c'est fou, pour pouvoir faire ça. Alors qu'il y a des moyens de garde, Tout à fait. Voilà, ou des amis ou des voisins, enfin il y a toujours moyen. Il y a des pensions, il y a la famille qui peut s'en occuper. Même maintenant pour les chats, il y a de plus en plus de pensions spécifiques pour les chats qui se sont ouvertes, où le chat a des aires de jeu avec des petites cages où pouvoir laisser reposer. Donc il y a vraiment des gens qui font des investissements importants pour pouvoir offrir en fait une pension pendant les vacances pour les gens qui désirent en fait mettre leur chat en pension. Oui, donc voilà, petit rappel, et on ne cessera de le dire, n'abandonnez surtout pas vos animaux. Jamais. Pendant avant les vacances. L'animal ressent, je pense, ce genre de choses, d'abandon. Oui. Le sentiment d'abandon, c'est vraiment quelque chose de terrible pour l'animal, parce que même par après, s'il est de nouveau adopté, ce sera toujours un animal qui aura un stress permanent, et donc ça peut être par exemple des animaux qui, même une fois adoptés, s'ils sont laissés seuls simplement pour aller faire des courses, peut détruire son environnement de peur, envie d'aller rejoindre ce nouveau maître. Donc il y a plein de peurs différentes qui peut passer dans la tête de l'animal. Évidemment, le chien fera plus de dégâts que le chat, mais non, c'est une source d'anxiété que je trouve qui est inadmissible. Donc ça, c'était la parenthèse avant les vacances. N'abandonnez surtout pas vos animaux de compagnie. Il y a toujours moyen de les accueillir quelque part. Alors, évidemment, l'heure tourne, Anne-Marie, comme d'habitude. Hein. Oui. Mais il y avait quand même aussi quelque chose que je voulais, mais on pourra peut-être le développer plus longuement une autre fois. Les chiens se déplacent parfois bizarrement et souvent le propriétaire ne sait pas pourquoi, mais il peut y avoir effectivement un problème de la hanche, qui est un trouble fréquent chez les chiens et pourtant mal connu donc des propriétaires, c'est la dysplasie. La dysplasie de la Alors, hanche, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Donc déjà, le terme dysplasie veut dire simplement qu'il y a... C'est pas facile. Hein. Voilà. Donc, il y a un mauvais positionnement, soit d'un organe par rapport à l'autre, soit d'un os par rapport à l'autre. Donc, dans le cas de la dysplasie de hanche, c'est un phénomène de subluxation de la hanche qui peut être dû soit à une malformation de la tête fémorale, soit une malformation du cotyle, donc c'est-à-dire de la partie hanche qui accueille la tête fémorale. Ça peut être une hyperlaxité ligamentaire. Donc il faut savoir que la tête du fémur tient dans le bassin par un petit ligament qui s'appelle le ligament rond, et ce ligament peut être distendu ou trop mou ou trop fragile, ce qui fait que la tête fémorale ne vient pas se coapter de façon correcte dans le bassin. Et comment est-ce qu'on peut voir que notre chien souffre de ça ? À sa manière de marcher ? Voilà, alors donc il peut y avoir soit un déhanchement un peu particulier, ou l'amplitude en fait de l'arrière-train, on dirait vraiment que le chien est coupé en deux, entre le mouvement de l'avant-main et le mouvement de l'arrière-main, où on a l'impression que si on était assis sur la croupe, on aurait le mal de mer. Parce qu'il y a un dandinement. Alors regardez également, les pattes arrière doivent être parallèles l'une à l'autre. Et donc par exemple, la patte arrière gauche doit être dans le même plan que la patte avant gauche, et la patte arrière droite doit être dans le même plan que la patte avant droite. Donc il faut que tout ça, si on dessine un schéma sur le sol, ça doit être dans un rectangle parfait. D'accord. Donc si les pattes arrière sont soit écartées et que ça fait un trapèze à base élargie ou un trapèze à base rétrécie, donc je parle des pattes arrière par rapport aux pattes avant. Donc il y a un problème d'aplomb que l'on appelle. Donc tout ça peut aboutir au diagnostic de dysplasie de hanche. En général, ce sont des chiens
qui sont ce qu'on appelle à croissance rapide et longue. Donc il y a certaines races prédisposées voilà, à ça. donc il y a des races prédisposées, vous ne retrouverez pas ça chez les petites races, mais de façon préférentielle, on retrouvera ça chez le berger. On dit souvent notamment ça, le berger allemand, certains bergers belges aussi, et alors tout ce qui est molossoïde, donc dog allemand, mastiff, dog de Bordeaux. American Staff et des choses comme ça aussi, non? Moins, il est plus petit déjà. Ah oui, oui. Voilà. Ça pourrait être génétique? Alors voilà, justement, la dysplasie de hanche est multifactorielle. Donc il y a un facteur génétique. Normalement, les sociétés qui délivrent les pédigrés, donc pour la Belgique, c'est la Saint-Hubert, pour la France, c'est ce qu'on appelle la centrale canine, et voilà, dans d'autres pays, ça porte d'autres noms, exigent dans certaines races, pour pouvoir reproduire, de faire un examen qu'on appelle l'examen officiel de dysplasie de hanche. Ah, oui. Et on classifie la dysplasie en fonction de la subluxation, présente ou pas, présente fortement ou peu présente. Donc c'est classé de A à E. Le A, c'est une hanche parfaite. B, c'est une hanche où la coaptation est un tout petit peu différente. Et alors on va jusque E, où là c'est la luxation complète. D'accord. Alors il y a un traitement pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si notre... Donc déjà, si on sait que la race génétiquement peut être prédisposée à transmettre ce gène, donc sélectionner un père et une mère qui est A ou B, grand maximum. Donc reproduire soit deux A ensemble, soit un A avec un B, mais déjà plus deux B ensemble. Mais pour revenir un petit peu à notre ancienne émission où je parlais de l'alimentation, l'alimentation a une importance capitale. Oui. Il faut d'abord qu'il y ait un bon rapport calcium-phosphore. Donc il faut regarder normalement sur les... à l'arrière du sac de croquettes, il faut qu'il y ait un rapport calcium-phosphore de 1 sur 1,5. Donc il faut que le calcium soit à 1,5 pour que le phosphore soit à 1. Sinon, en fait, on a déjà une décalcification qui peut s'opérer à cause de la nourriture. Et il faut surtout une nourriture équilibrée dans le rapport protéines-hydrates de carbone. Donc les protéines, je dirais, c'est le ciment et la brique du mur que l'on monte, d'accord ? Et les hydrates de carbone, c'est la vitesse à laquelle on fabrique ce mur, pour vous donner une image. Donc à partir du moment où une nourriture est bonne en protéines, mais qu'il y a trop d'énergie proportionnellement aux protéines, vous allez avoir un animal qui va grandir très vite, sans avoir la structure protéinée derrière, de façon à assurer une bonne solidité des os, des ligaments et des tendons. Donc c'est quand les chiots sont là qu'il faut vraiment prêter attention à ça. Alors. Voilà, donc c'est dès la croissance. Voilà, donc c'est pendant la croissance que la pathologie peut se développer. Et donc il faut demander à son vétérinaire, avoir une bonne alimentation. Il y a certains aliments qui se trouvent sur le marché spéciales grande race, et c'est pas justement parce qu'elles sont spéciales grande race qu'elles sont bonnes. Donc tout ça, il faut vraiment prendre conseil auprès du vétérinaire, parce que bon, il y a quand même beaucoup de marques d'alimentation qui sponsorisent des éleveurs, et ce n'est pas pour ça que l'alimentation est bonne. Voilà. Oui, ça tu en as déjà effectivement parlé, il faut bien le souligner. Voilà. Et donc également les exercices aussi. Un chien à croissance lente et longue, peut-être monter les escaliers ou faire des trop grandes promenades pendant la croissance n'est peut-être pas indiqué aussi. Alors effectivement, des chiens, je vais citer le mien, Lucky, qui est un teckel, donc qui est long, et qui monte souvent des escaliers, peut être sensible à ça, pas la dysplasie. Pas la dysplasie, mais la hernie discale. Ah, la hernie discale. C'est le principe du pont, avec les piliers du pont qui sont trop écartés par rapport à la résistance du pont. Voilà. C'est ça qui se passe chez le teckel. Oui, et ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à leur colonne vertébrale, etc.
Bon, et bien voilà, donc si vous constatez que votre chien se déplace bizarrement, il faut peut-être aller consulter le médecin. Voilà, allez voir... Vétérinaire. Mais oui, le médecin vétérinaire, voilà, exactement. Est-ce que c'est douloureux pour la bête? Oui. Sûrement, oui, j'imagine. Oui, hein. oui. Il y a des dysplasies qui ne sont pas douloureuses et d'autres qui sont douloureuses. À partir du moment où l'on voit que l'animal a des difficultés de relever son arrière-train, où il y a des gémissements, où on voit qu'il a des difficultés ou de se lever ou de s'asseoir, où il y a des temps d'arrêt pendant le changement de position, oui, c'est qu'il y a douleur. Parce que tu peux avoir des chiens qui sont relativement stoïques face à l'expression de la douleur, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas mal. Donc voilà, effectivement, il faut régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire, quel conseil on peut donner aux personnes qui ont un animal, d'aller une fois par mois d'office chez le vétérinaire, ou bien uniquement quand ça va pas bien, ou quel est le conseil? Mais de nouveau, à partir du moment où, lors de l'occasion de la vaccination, je pense que, en tout cas, moi, je prends toujours le temps lors des premières vaccinations d'expliquer tout ça aux propriétaires. Une consultation de vaccination, pour moi, ce n'est pas qu'une consultation de vaccination, c'est faire un examen général, un bilan et des conseils en fonction de la race. Et donc, effectivement, moi, je demande aux gens de faire marcher le chien. Donc, bien souvent, je vais sur le Ravel pour une fois voir surtout, bon, rien que déjà, quand la façon dont le chien se lève dans ma salle d'attente, et se déplace pour monter les escaliers, la façon dont il monte les 2-3 marches pour arriver au niveau du cabinet de consultation. Donc déjà là, même si je dis bonjour aux gens, 9 fois sur 10, je ne regarde pas les gens, mais je regarde déjà la façon dont l'animal se déplace. Et puis je fais passer les gens devant moi pour aller vers mon cabinet, donc je regarde déjà la façon dont le chien marche, je regarde déjà l'arrière-train pour voir comment l'animal se déplace. Donc moi, avec mon expérience en ostéopathie, je peux déjà directement orienter mon examen général et peut-être plus insister sur un examen ostéopathique à ce moment-là. Voilà. Mais de toute façon, la vaccination, lorsque le chiot est tout petit, peut-être la vaccination annuelle, ce n'est pas rien qu'une vaccination. C'est un examen général qui se fait toutes les années, et ça, je pense que c'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un an de vie de chien ou un an de vie de chat, c'est l'équivalent de 7 ans pour nous. Donc c'est pour ça que le temps passe beaucoup plus vite pour eux que pour nous. Le vieillissement est plus rapidement. Donc je pense effectivement, je ne dis pas tous les mois, mais en tout cas, une vaccination annuelle, une consultation annuelle, ça c'est très important. Et également, peut-être pour des chiens à croissance un tout petit peu plus délicate, de consulter un vétérinaire ou un vétérinaire ostéopathe. On va rappeler tes coordonnées. Oui. Voilà. www.vétérinaire-holders.be. Magnifique, elle connaît tout par cœur. Et donc, le docteur Anne-Marie Holders de Thiers, c'est donc à Orpe-le-Petit? Oui, non, c'est à la limite, à la frontière entre Orpe-le-Grand et Orpe-le-Petit. Donc c'est Orpe-le-Moyen? Oui. Donc voilà, donc le cabinet est ouvert tout le temps. Oui, 7 jours sur 7. Il ne se ferme pas pendant l'été non plus. Non. 7 jours, 24 heures sur 24. Donc il y a une permanence non-stop. Voilà. C'est important de le dire, parce que parfois les gens ne savent pas où aller. Et donc il y a tout le temps. Il suffit d'ouvrir la porte. Et de sonner d'abord. De téléphoner. D'accord, mais donc voilà, le téléphone peut-être. Oui, le 019 63 33 22. Voilà, et donc 24 heures sur 24, le médecin, le vétérinaire répondra, et vous pouvez donc être aidé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pas de vacances cet été. Non. Enfin, pour le cabinet du moins. Voilà. Bon, Anne-Marie, en tous les cas, on n'a pas fixé de date. Donc, on va fixer une date. Je vais reprendre mon agenda.